Bruxelles touchée ce matin par le terrorisme, l'Union européenne sans doute visée par ces attentats, ces actions. Eh bien, on va en parler ce matin avec Virginie Calmels, qui est la première adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui est aussi un de ses principaux soutiens. On parlera bien sûr de la primaire et des finances locales. Bonjour. Bonjour les frères. Alors, ce matin, il y a eu des attentats à Bruxelles. C'est des attentats à l'aéroport, dans une station de métro, pas très loin des institutions européennes. C'est l'Europe qui est visée là. Bah écoutez, je crois qu'il faut qu'on prenne la mesure Oui. de l'état dans lequel nous sommes, c'est-à-dire une Europe qui a besoin de réagir, qui a besoin, je crois, de s'unir, d'avoir une homogénéisation de ses règles. Il faut lutter fort. Malheureusement, la politique, c'est beaucoup de paroles. On a besoin d'actes très concrets. On a besoin de prendre la mesure. Il n'y a pas assez de coopération entre les services européens? Non, visiblement, il n'y a pas assez de coopération. Bon, Alain Juppé s'est déjà expliqué dans un livre sur le régalien en janvier dernier, où il expliquait qu'il fallait, au contraire, qu'on élargisse la notion de renseignement, qu'on renforce les services de renseignement territoriaux, et puis qu'on ait une vraie politique de gestion de nos frontières européennes et de coopération entre États. Et j'ajouterais d'ailleurs aussi d'harmonisation des règles, parce que la garde à vue, par exemple, en France, vous savez que pour des faits terroristes, c'est 6 jours. En Belgique, c'est 24 heures. Donc on voit bien que toutes ces distorsions-là nuisent en fait à une politique forte d'action concrète et là encore avec des résultats, parce que je crois que c'est ça que les citoyens attendent, pragmatique pour l'Europe entière. Vous avez parlé des accords de Schengen. Est-ce qu'il faut les revoir, ces accords de Schengen? Est-ce qu'il faut rétablir les frontières, notamment à l'intérieur de l'Union européenne? Je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui, parce qu'on est aussi attaché à la libre circulation des biens et des personnes. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se contenter des moyens actuels qui visent à protéger les frontières extérieures. Protéger les frontières extérieures, et donc l'agence Frontex notamment doit être dotée de moyens bien supérieurs. Comme vous voyez, ensuite, les services de renseignement français, là aussi, doivent avoir des moyens bien supérieurs. Quand vous voyez quelqu'un comme Salah Abdeslam, celui qui a été arrêté vendredi, qui a probablement et qui a participé aux attentats du mois de novembre en France, il a voyagé dans toute l'Europe. Peut-être qu'il aurait pu être intercepté à un moment ou à un autre. Là, on a un vrai sujet de renseignement. On voit bien que son interception, elle se fait un peu par hasard parce qu'il y a un coup de téléphone d'un de ses amis. Qui est important. Donc, tout ça pose une vraie question de cette passoire qui est l'Europe aujourd'hui. Et donc, on doit absolument se doter de moyens. Il y a plus qu'urgence. Quand vous voyez qu'au Parlement européen, on a encore différé la mise à l'ordre du jour du fameux PNR, voté contre quand même. Le fichier des passagers aériens. Exactement, mais là encore, mesure très concrète, c'est du bon sens. Les gens ont besoin qu'on montre qu'on prend des actions concrètes, et que vous voyez que les députés Front National et socialistes, alors pas les députés français, mais en tout cas que le Parlement européen, socialiste et Front National bloquent au nom de quoi? Des libertés individuelles. La liberté individuelle, c'est de vivre dans un pays qui protège la sécurité des citoyens. Prenez l'expression, l'Europe est en retard d'une guerre? Je le crains. Je pense que là, nous avons besoin de passer à l'étape d'après. À la lumière de ce qu'on voit du terrorisme aujourd'hui, on voit qu'il y a des quartiers au cœur des grandes villes. Alors ça a été Saint-Denis, c'est Molenbeek près de dans Bruxelles. On voit que ces quartiers sont des quartiers qui sont peuplés, où il y a une espèce d'omerta, de loi du silence, des solidarités. Il ne faudrait pas faire quelque chose aussi pour essayer de disloquer, de nettoyer, entre guillemets, ces quartiers? Comme vous le dites, malheureusement, on voit bien qu'il y a un existant. Il aurait peut-être fallu aussi réfléchir autrement la construction de la ville. Et si je prends un exemple que je connais bien, Bordeaux. Est-ce que ça existe à Bordeaux, ça, ou pas? Non, et je crois que c'est une... ghetto comme ça. Vous savez, on ne parle pas assez du bilan d'Alain Juppé à Bordeaux, parce que je pense qu'il est très éclairant sur la politique qu'il a menée et les résultats, surtout. Une fois encore, moi je crois aux faits, aux actes, aux résultats. Eh bien, nous avons une ville assez apaisée. Alors, vous savez, quand on dit ça, il faut toujours être très prudent, parce que malheureusement, le terrorisme, bien sûr, peut frapper n'importe où. Mais c'est une ville apaisée et qui n'a pas constitué des ghettos. Il n'y a pas de ghetto. Et c'est une grande différence quand on regarde le Mirail à Toulouse ou dans d'autres villes, malheureusement. C'est le fruit de l'histoire, c'est aussi le fruit d'une volonté politique, d'avoir une certaine mixité à certains endroits et de ne pas ghettoiser
des populations. Et surtout, là encore, moi je crois que ce qui est très important, et je tiens à le faire sur votre antenne ce matin, c'est rendre hommage aux forces de police qui, elles, se battent sur le terrain avec peu de moyens, qui sont malheureusement, et on le sait, beaucoup de leur temps dévolu à des tâches administratives. Et vraiment, je tiens une fois de plus à leur rendre hommage parce que ce matin encore, je pense qu'ils sont sur les dents partout sur notre territoire. Alors, dans ce cadre-là, vous n'êtes pas parlementaire, mais vous êtes quand même concerné au premier chef. La déchéance de nationalité, est-ce que le texte tel qu'il a été proposé par l'Assemblée nationale, je dis bien, lequel a votre préférence? Celui de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat? L'Assemblée nationale vise tout le monde pour la déchéance. Celui du Sénat, que l'opposition a fait naître, vise uniquement les binationaux. Oui, là-dessus, on a eu une position claire. Oui. C'est le texte du Sénat. Mais là encore, je voudrais revenir à l'histoire, parce que quand j'entends le Parti socialiste essayer d'expliquer dans de la politique politicienne que la position du Sénat serait irresponsable et que les attentats... Arrêtons, je veux dire, c'est pas parce que la déchéance de nationalité aurait, par exemple, été votée qu'on n'aurait pas eu le drame de Bruxelles de ce matin. Donc c'est un débat secondaire. Pour moi, je pense qu'il faut arrêter de relier les deux. En revanche, ça a été très clair, la déchéance de nationalité a été le petit chiffon agité par M. François Hollande pour faire diversion. Oui. C'est l'arbre qui cache la forêt. On a besoin de mesures très concrètes pour s'attaquer. Et celle-là n'est que symbolique pour vous? Oui, c'est un symbole. Mais comme c'est un symbole, pour le coup, moi je trouve, je ne suis pas parlementaire, mais que ça va dans le sens de l'histoire, de montrer que quand on ne traverse pas dans les clous, on est sanctionné et que les binationaux devaient l'être. Il y a eu le discours de Versailles sur lequel tout le monde était d'accord. Et donc c'est bien ce texte originel qui est celui du Sénat aujourd'hui qui me paraît être le plus adapté à la situation. Mais là encore, la loi offre beaucoup de possibilités. Le problème, c'est d'avoir les moyens de faire respecter la loi à la fois pour la police et pour la justice. Dans ce contexte-là, est-ce qu'Alain Juppé est mieux armé que François Hollande, Nicolas Sarkozy et d'autres pour être chef de l'État? Moi, je ne compare pas Alain Juppé aux autres. Ce que je vois, c'est qu'Alain Juppé a un projet qui est concret, qu'il explique bien avant les échéances électorales ce qu'il fera et que je suis convaincue qu'il le fera. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant le projet, même si on voit bien malheureusement que le projet socialiste... C'est pas un vendeur de cravate, vous êtes en train de me dire? Non, ce que je sais pas à qui cette expression est là, mais en tout cas, non. C'est quelqu'un qui ne fait pas des promesses en l'air. Il ne fait pas des promesses en l'air. Il explique très concrètement ce qu'est son projet. Il ne fait pas non plus dans la démagogie. Il est très clair. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est la seule façon de parvenir à réformer la France, c'est en ayant annoncé la couleur avant. Regardez ce qu'a fait François Hollande avec la loi El Khomri. Évidemment que ça bloque, et ça bloque d'autant plus qu'il est en train de proposer une loi qui est à des années-lumière de ce qu'était son projet sur lequel il s'est fait élire. Donc il faut être en conformité avec ce qu'on pense. Absolument. Et avoir une méthode qui soit précise. Une méthode précise et du courage, parce que moi je ne crois qu'à ça. Et notamment le fait de ne pas viser sa réélection change totalement la donne. Regardez comment M. Hollande, en l'espace de quelques mois, depuis décembre 2015, il vient de lâcher 7 à 8 milliards d'euros d'argent public par clientélisme pour sa prochaine réélection. On a besoin d'un président sérieux qui a un projet de fond et surtout qui sera dans l'action pour le mettre en œuvre et qui ne pensera pas à sa réélection. Il faut gouverner par ordonnance en arrivant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas quelque chose que vous écartez? Non, mais ce qui est certain, et c'est comme ça que tout est bâti dans le projet d'Alain Juppé, il dit souvent, c'est pas les 100 jours après qui sont importants, c'est les 100 jours avant. C'est d'arriver en étant préparé, de connaître les grandes mesures à faire passer et de les faire passer tout de suite. Alors, on va parler un petit peu, ça sera la dernière question, puisque le terrorisme nous a appris beaucoup, de la situation dans votre grande région, qui a été gagnée par Alain Rousset, mais vous étiez, je dirais, contre lui, et c'était votre première campagne électorale. Donc vous avez, en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Alors grande région. Justement, sur Poitou-Charentes, la première de France en surface, même, géographiquement. Et là, vous partez en guerre contre Alain Rousset. Et vous vous inquiétez beaucoup de la gestion en Poitou-Charentes, qui a été agrégée à cette grande région aquitaine, en disant que la situation est catastrophique même. Écoutez, et que Alain Rousset ne semble pas ouvrir les yeux. Alain Rousset, si, a ouvert les yeux, simplement il essaye de nous expliquer qu'il vient de découvrir une situation. Bon, je rappelle quand même que... C'est une région qui était dirigée par Madame Royal. Absolument, avant, et puis par Monsieur Macaire ensuite. Et ils ont fait équipe pendant cette campagne des régionales. Et là encore, le fait qu'il y ait des emprunts toxiques dans cette région est connu de tous, puisque c'est un rapport de la Chambre régionale des comptes qui l'avait déjà souligné, avec 250 millions d'emprunts toxiques, donc 48 millions très toxiques. Comment on va faire alors? Comment vous allez faire?
Bien, écoutez, je crois qu'il est temps que là encore, on travaille à l'intérêt général. L'intérêt général, et là, Alain Rousset a voulu enfourcher, je dirais, le rôle du chevalier blanc qui vient sauver Poitou-Charentes. Pour autant, je pense qu'on a un peu menti aux électeurs pendant une élection. Je crois que c'est ça que les électeurs ne veulent plus, c'est qu'on leur raconte des carambouilles. Tout le monde... Ça va coûter cher à tout le monde ? Ça va forcément coûter cher à tout le monde, puisqu'on est en train de parler au bas mot entre 250 et 500 millions d'euros d'ardoise, ce qui n'est quand même pas rien, des créances impayées qui ont déjà coûté cher à des entreprises. Parce que des entreprises attendent, et certaines, alors j'espère qu'il n'y en a pas certaines qui seront allées au dépôt de bilan, mais qui sait, en tout cas elles auront eu forcément des problèmes de trésorerie, derrière des emprunts toxiques, derrière des problèmes de garantie, bref, une très mauvaise gestion. Là encore, moi je crois qu'il y a un critère qui doit revenir majoritairement, c'est celui de la compétence. On ne peut plus confier de l'argent public et de ces niveaux-là d'argent public. Vous savez que le budget de Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, c'est 2,8 milliards d'euros. On ne peut pas confier autant d'argent public. En Poitou-Charentes, il y avait aussi beaucoup d'argent public à des amateurs ou à des gens qui ne sont pas compétents. Monsieur Rousset est un amateur ? Monsieur Rousset a prouvé en Aquitaine qu'il était moins amateur que d'autres. Et quand on se compare, on se console. Mais la gestion socialiste des régions, malheureusement, ça c'est un diagnostic qu'on avait fait un peu partout, est quand même très dispensieuse sur l'argent public. Alors Monsieur Rousset peut-être moins que Madame Royal ne l'a été. En tout cas, je le souhaite. Ce qui est certain, c'est que là, nous devons trouver des solutions. Et à la fin, malheureusement, eh bien, ce sera au détriment de l'investissement en Poitou-Charentes et probablement en Aquitaine, parce que c'est aussi l'Aquitaine qui va devoir payer pour Poitou-Charentes. Alors peut-être qu'on comprend mieux pourquoi la fusion de ces régions. Ça a peut-être eu vocation à masquer un petit peu les dérives budgétaires de la région Poitou-Charentes. C'était le talk de Virginie Calmels qui nous a dit que face au terrorisme, eh bien, l'Europe doit se montrer davantage pragmatique et moins penser à ses petits intérêts, chacune des nations, qu'à mettre en commun justement eh bien, son savoir-faire et ses capacités pour lutter contre le terrorisme. Et de ce point de vue, eh bien, Alain Juppé, pour ce qui est de la France, eh bien, est à la hauteur des défis qui sont posés, puisque généralement, il fait ce qu'il dit. Merci Virginie Calmels. Merci Yves Tréhard.